Bonjour à tous, les nouveaux décideurs, chaque mois pour vous présenter un nouveau décideur. En l'occurrence, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Philippe Cartier, un collectionneur d'hôtels et bien plus, on va en reparler ensemble. Accompagné, comme chaque mois également, de Benjamin Grange, le directeur général de Dentsu Aegis Network France. Bonjour Benjamin. Thomas. Et Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil. Bonjour Philippe. Alors, on a un rendez-vous désormais sur la page Facebook de Décideur TV. Ça vous permet d'interagir avec nous. On est en direct, 12h30, 13h. On commence tout de suite avec une séance Rewind. Rewind avec vous, Philippe, un petit coup de gueule. Ouais, une petite remarque désagréable sur la décision de l'autorité de la concurrence la semaine dernière concernant le deal BN Canal et donc l'interdiction de cet accord de distribution exclusive. Pourquoi ça vous énerve ? Parce que le président de l'autorité de la concurrence ne s'est pas contenté d'interdire l'opération. Il a dit on lance une grande concertation. Enfin bref, on réexaminera ça dans les 6, 8, 10, 12 mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il incite les différents acteurs à faire du surplace, à ne surtout pas améliorer leur position pour Canal, sinon on va lui dire qu'il est encore plus dominant qu'il n'était, pour SFR, parce que sinon ça pourrait libérer Canal de son statut d'acteur dominant. Et au final, donc, guerre de surplace à prévoir pendant que d'autres acteurs, ceux qui commencent par un G, un A, un F, un A, eux ne connaissent pas l'immobilisme. Ils n'ont pas l'autorité de la concurrence au-dessus d'eux. Voilà. Voilà donc pour ce petit coup de colère, on va dire, ce petit énervement ce midi. Du côté d'Uber, c'est votre rewind, Benjamin. Oui, alors j'ai décidé de vous parler de bijoux. Non pas de bijoux pour les bijoux, mais plutôt pour la méthode de vente originale qui a été utilisée par un entrepreneur qui s'appelle Gavin Escolar et qui vit à San Francisco. Et finalement, ce monsieur Escolar, alors qu'il est chauffeur Uber et qu'il gagne bien sa vie, puisqu'il arrive à atteindre $3 000 de revenus par mois, eh bien, il décide de profiter de cette audience captive, finalement, les gens qu'il transporte. On voit ces bijoux pour mettre en avant un certain nombre de produits. Et donc, il commence par les bijoux. Il fait les Galeries Lafayette dans sa voiture. Il fait exactement les Galeries Lafayette dans sa voiture. Et donc, il arrive à atteindre près de 18 000 € de revenus par mois. Alors, bien sûr qu'il transporte 3 800 passagers environ sur 18 mois, mais en même temps, c'est la première fois qu'un entrepreneur réussit à créer de la valeur à côté d'Uber et en utilisant Uber. Voilà. Et donc, donc c'est très malin, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Uber se porte plainte. Exactement, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que finalement, il recrute une flotte de commerciaux, et évidemment, le coût des commerciaux est amorti par le transport de passagers, ce qui veut dire que finalement, il a de fortes marges sur la vente de bijoux. Et donc, petit à petit, Uber s'empare du sujet et se dit c'est une valeur que je vais ramener chez moi. Mais alors ça c'est l'arroseur arrosé parce Exactement. que Uber dit nous on n'a pas de lien contractuel, enfin on a des liens contractuels, on n'a pas de lien de subordination, on n'emploie pas ses salariés, donc ils sont libres d'entreprendre normalement comme ils veulent. Ils se sont fait entre guillemets ubériser. Voilà, l'Uber et l'argent d'Uber. Qu'est-ce que ça vous inspire Jean-Philippe, ces deux rewind? Ces deux rewind m'inspirent quoi? Je ne suis pas foncièrement d'avis sur le premier rewind parce que L'autorité de la concurrence, ça ne vous concerne pas encore? Non, moi j'ai plus été touché par des sujets liés au CSA parce que j'ai été propriétaire d'une radio qui s'appelait MFM et je ne sais pas si on peut lier ça au dossier du numéro 23, mais je pense qu'il y a des choses dans des décisions prises dans toutes ces autorités de tutelle qui sont parfois absolument aberrantes. Donc je pense que votre point est clair, mais sur d'autres décisions... C'est en retard d'une guerre un peu, la réglementation pénalise des acteurs qui n'ont pas les... Je dirais qu'elle devrait en pénaliser certains, elle devrait autoriser à d'autres... à avancer. Voilà. Pour rester un instant sur la radio, maintenant vous n'y êtes plus, grand bien vous fasse, parce qu'ils viennent de compliquer encore le système des quotas de diffusion radio, mais à tel point qu'être programmateur radio aujourd'hui, je pense que c'est un gros logiciel et une boîte de Doliprane. Donc vous me confirmez que j'ai bien fait de sortir au bon moment. Mais... Voilà. Maintenant, de toute façon, c'est des algorithmes qui gèrent les programmations, les Spotify et autres. Oui, c'est aussi des... C'est vrai, mais je pense que c'est très politisé tout ça, j'y connais rien, mais c'est une impression que ça donne et c'est assez dommage. Et sur Uber, c'est vachement malin ça, de sur créer Uber, un réseau de commerciaux, de VRP à roulette. Voilà, de VRP amorti. Le coup est amorti. Non, mais le type est génial, il a bien fait, il sert de l'énorme afflux de personnes qui croisent au quotidien, et après, Uber, comme il sait bien le faire...
va trouver ça inacceptable, il va crier au scandale, mais ça c'est normal. C'est le jeu. Ça ne vous donne pas des idées parce que... J'aurais pas dû en parler, comment ça s'est su? Ça aurait dû être beaucoup plus discret, ce monsieur. Ça vous donne pas des idées, vous devenir trop gros, manifestement. Voilà, peut-être tout seul dans sa voiture, il aurait été plus tranquille qu'avec ses 30 commerciaux. Vous qui devez remplir vos hôtels, ça peut être une idée, non? Je sais pas si ça me donne une idée, mais nous on est très, venant du digital en partie, on est très attaché à la communication qu'on peut donner sur des supports évidemment comme Facebook, dans lequel on est très actif, comme Instagram, et on est très en accord avec ce lien technologie et services traditionnels. Alors ça fait une transition toute trouvée pour passer à la rubrique Pixel qui est votre portrait numérique. D'accord. Jean-Philippe Cartier, vous avez quel âge? 40 ans. 40 ans. Un jeune entrepreneur à succès du web, même si votre notoriété n'est pas celle d'un Simoncini ou d'un Grandjean encore. Vous avez créé 2 startups, Autoréflex et Étoile Casting, revendues au groupe Springer. Et puis c'est le virage hôtelier. Vous vous lancez dans cette aventure, dans ce nouveau métier, très brick. On est brick and mortar, on n'est plus dans le clic, même si vous voulez communiquer grâce à Internet. 1226 abonnés sur LinkedIn, une page Facebook qui ressemble à un mini TripAdvisor avec des photos de tous vos hôtels. Et vous n'avez pas de compte Twitter. Bien vu. Non, je n'ai pas de compte Twitter. Alors pour quelqu'un qui vient du numérique, j'aimerais comprendre. Encore une fois, on a tous nos modes de fonctionnement. Je n'ai pas de compte Instagram non plus. Tous nos hôtels et tous les produits qu'on commercialise en ont, mais moi à titre personnel, j'en ai pas. Et après, comme je ne cherche pas forcément une notoriété, type des 2 personnes brillantes dont vous avez parlé, ça me convient très bien. Pour le reste, je vois que vous êtes bien informé, parce qu'on ne m'avait jamais donné le nombre d'amis que j'avais sur LinkedIn, donc c'est pas dur à trouver. Non, mais j'ai pas... Benjamin. Bien vu, vous avez bien cherché. Oui, alors je vais évidemment pousser le paradoxe, parce que si on regarde les comptes Twitter, il y en a un qui s'appelle H8 Collection, qui fait 39 tweets depuis octobre 2015, donc visiblement, même au niveau corporate, Twitter n'est pas le canal que vous privilégiez. J'avais noté ça aussi, 76 abonnés, et pourtant vous avez 2 community managers à plein temps, il faut leur donner du café là. C'est pas tout à fait ça, c'est que nous on a un community manager à plein temps qui travaille énormément sur nos sites internet, qui représente à peu près 60% des réservations de nos hôtels, et c'est ça le vrai travail à plein temps, c'est d'animer ces sites, leur référencement, les mots-clés, tout ce qui permet d'amener du trafic. Et évidemment, moi je suis un Facebook addict, et je pense que Facebook est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'avant on mettait vraiment ses photos de vacances, et maintenant on est très prescripteur, encore plus qu'avant, et depuis l'arrivée de la force du mobile. Et la question de Benjamin, donc c'est-à-dire Twitter est mort, c'est pas la peine d'investir là-dessus? Moi je suis pas du tout Twitter, donc ça me parle pas beaucoup, ça me donnera pas envie d'aller dans un hôtel, et ça me fera pas franchir le pas d'un acte d'achat ou quoi que ce soit. Voilà. Et LinkedIn, comme réseau, puisqu'on peut considérer qu'il y a une certaine encore une cohérence fois, avec votre cible. Ce n'est qu'une pure expérience personnelle. LinkedIn, j'ai 1226 amis. Je trouve que ça fait beaucoup de monde. On n'y retrouve pas forcément grand-chose. Quand je cherche quelqu'un... Alors, oui, c'est intéressant pour les recrutements. Je m'en suis déjà servi. Après, j'ai du mal à l'analyser et à l'utiliser au même titre que nous, on utilise Facebook, qui pour nous est très important. Et si là, par contre, vous allez regarder, vous verrez qu'un site comme le Mas de la Fouque, un hôtel comme le Mas de la Fouque, qui est un hôtel en Camargue, a 10 000 followers sur Facebook, qui est assez important. Alors justement, ça nous ramène à votre activité hôtelière, et notamment à TripAdvisor, sur lequel je me suis amusé à regarder le classement de l'hôtel du Mont-Blanc à Chamonix, qui est numéro 1 sur 76 hôtels à Chamonix. Le Vieux Castillon, numéro 1. Bon, il n'y a que 2 établissements de qualité, mais vous êtes auriez dû étendre sur la Provence, voilà. Vous auriez trouvé le même chiffre. Mais on aurait trouvé le même chiffre. La Maison d'Uzens, numéro 3 sur 12e, bref. On vient de le racheter. Voilà. Et on pourrait continuer assez loin. Visiblement, vous n'êtes pas étonné par ces scores-là. Ça veut dire que, évidemment, indépendamment de la qualité de ce que vous proposez, est-ce que vous animez les résultats qui apparaissent sur TripAdvisor? Alors, animer, je ne sais pas ce qu'on peut appeler par animer. Ce qui est évident, c'est qu'on répond d'une manière extrêmement importante et réactive à tous les avis TripAdvisor. Vous me posiez des questions sur Twitter, mon avis purement personnel, je vous l'ai donné. Sur TripAdvisor, c'est fondamental, c'est un acteur clé. Et on n'a pas idée, je crois, à savoir que 80% des gens regardent TripAdvisor avant de venir à l'hôtel. J'ai moi-même participé à une demi-journée d'études sur TripAdvisor qui m'intéressait dans le cadre de ce mix hôtellerie digitale, et on se rend compte que 80% des gens qui ont vu un avis avec une réponse sont prêts à changer d'avis par rapport à l'avis donné. Donc TripAdvisor est extrêmement important, et on répond en quasi temps réel aux informations, aux avis qu'ils soient positifs et bien évidemment négatifs.
Allez, vous l'avez compris, on va parler hôtellerie et c'est l'objet de cette rubrique Chit-Chat. Entreprendre dans l'hôtellerie à l'âge d'Airbnb, c'est courageux. C'est un vrai défi que vous relevez avec un mantra, le tourisme, c'est l'économie de demain. Vous répétez ça sans cesse. Oui, alors est-ce que c'est le passage à la quarantaine qui fait qu'on passe des startups à l'hôtellerie? Certainement, mais pas uniquement. Non, je crois en plusieurs choses. C'est que Airbnb est un acteur clé, mais que sur des cibles qui sont les nôtres, à savoir des actifs haut de gamme, extrêmement positionnés sur des zones touristiques très fortes et patrimoniales fortes. Je pense que nos chiffres le prouvent, c'est le tourisme, mais vraiment l'économie de demain en France. Benjamin. Est-ce que justement par rapport à ce marché de l'hôtellerie, vous êtes celui qui défend une organisation de marché en sablier avec finalement du très haut de gamme qui finalement ne souffre pas d'ailleurs quand on regarde vos résultats, ils sont très honorables et puis finalement c'est moins vrai sur le très haut de gamme à Paris ça. Moins sur le très haut de gamme, enfin en tout cas vous souffrez moins sur le concept que vous développez et puis finalement un marché plutôt de masse dans lequel évidemment Airbnb alimente. J'essaie de répondre rapidement mais ça prend 2 minutes. Il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Airbnb vient vraiment concurrencer aujourd'hui l'hôtel 2-3 étoiles parisien, je prends un exemple, qui ne s'est pas remis en question pendant 15 ans, qui gagnait très correctement sa vie, et c'est tant mieux pour tout le monde. Et à un moment donné, Airbnb est venu réveiller ça. C'est-à-dire que si vous n'apportez rien de nouveau, les hôtels, il y en a 2500 à Paris. L'expérience autre qui permet d'aller dormir chez l'habitant peut être plus sexy et plus marrante. Dès lors que vous posez des concepts, et vous avez dit le mot il y a 2 minutes par rapport à ce qu'on crée avec H8, je reviens, j'ai peut-être un peu bonne mine, de Camargue où j'étais, ce parc naturel de Camargue qui est une zone préservée dans lequel vous avez des flamants roses, des perroquets dans notre hôtel et une expérience, c'est vraiment le mot. Bon, ça, il n'y a pas de concurrence possible. Et Chamonix, c'est pareil, vous vous réveillez devant l'hôtel Mont-Blanc, devant l'hôtel Mont-Blanc. Voilà, non mais je veux dire, dès lors que vous êtes dans l'expérience et que vous avez mis les moyens nécessaires et que vous faites il n'y a pas de sujet. Voilà. Peut-être pour prolonger quand même sur Airbnb, parce qu'Airbnb, ce n'est pas seulement de l'équivalent de 3 étoiles, il y a aussi de très beaux lofts, de très beaux appartements, de très belles demeures. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que ça va impacter la façon dont les hôtels sont construits? Est-ce que ça va pousser à faire des hôtels plus petits, avec une configuration des lieux différente et apporter une expérience différente? Votre question est très pertinente. J'aurais du mal à vous répondre sur la partie très haut de gamme. Ce qu'on peut juste dire sur la partie très haut de gamme, c'est que les hôtels se posent encore plus de questions, comme vous allez devant le Peninsula, ils ont mis une yourte, les spas sont de plus en plus performants, pour donner un maximum de services en plus que ne pourra pas apporter Airbnb, parce que vous allez pouvoir être dans le plus bel appartement du monde, vous n'aurez pas un spa Clarins en bas du rez-de-chaussée d'immeuble. Voilà, donc oui, ça pose des questions. Moi, personnellement, on est sur des hôtels à taille humaine, c'est un maximum 40-45 chambres, dans lesquels on peut créer une expérience et une relation avec le client très forte. Sur les grands palaces, il y a un sujet qui peut se poser. Après, est-ce que le client très fortuné, il ne va pas prendre une suite dans un hôtel où il a tous les services? L'avenir nous le dira. Benjamin. Alors justement, en réaction à cette économie collaborative, l'industrie de l'hôtellerie, je voulais avoir votre réaction par rapport à ça, se plaint notamment de la lourdeur des normes, partant du principe que, évidemment, un hôtel est astreint à un certain nombre de contraintes que Airbnb forcément n'a pas, enfin, en tout cas les loueurs qui passent à travers Airbnb. Vous, sur ce très haut de gamme, avec ce concept très expérientiel, vous semblez moins impacté par cette contrainte? Encore une fois, il y a des contraintes au niveau des normes, notamment qui ont été imposées aux hôtels, qui sont transformés en l'espace de 3 ans à cause d'un ascenseur, d'une taille pour des normes handicapées, tout ce que vous voulez. Et il est vrai que les contraintes, il y a un Airbnb où quelqu'un loue son appartement et personne n'est venu vérifier qu'il y avait une norme accès handicapé, il y a un décalage qui est colossal. Il va falloir à terme, je ne sais pas quand, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qu'il y ait une solution trouvée, je ne sais pas laquelle. Il est vrai que nous, on se pose plutôt la question du taux de remplissage, on se pose plutôt la question du... Quel est-il actuellement d'ailleurs ça? Nous, on a, si je mets Paris de côté, qui a été impacté fortement par les attentats depuis le 13 novembre, mais qui retourne une dynamique depuis 1 mois et demi, qui fait qu'on est à peu près, normalement on est à 100% à l'hôtel Matisse à l'année. En province, on est à 68% à l'année, en étant ouvert toute l'année, sauf 3 semaines en janvier, sauf Mont-Blanc. C'est bien 68%? C'est en dessous de la moyenne ou c'est bien? Nous, ça nous paraît extrêmement satisfaisant pour des hôtels de tourisme et de loisirs, puisque nous décidons de ne pas les fermer à l'année, donc nous, on est très contents. J'aimerais savoir, Philippe, je te donne la parole, mais juste une question. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce secteur de l'hôtellerie après Internet? Pourquoi tout d'un coup jeter son dévolu et investir dans la pierre?
encore une fois, je pense que c'est pas parce qu'on a fait du web qu'on n'a pas des patients et qu'on reste que dans le digital. Et j'en connais beaucoup, notamment dans le digital, qui ont investi dans d'autres domaines. Mais voilà, moi j'aime mon pays profondément. Et puis à partir du moment où on a décidé d'y rester, eh ben, on essaie de faire des choses qui allient une passion et le fait d'être en France. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il était intelligent de réinvestir dans le patrimoine. Et j'aime la déco. J'aime l'expérience, donc j'ai investi dans des lieux qui me plaisaient et je pense que le réseau par contre, et là on revient au digital, la rapidité avec laquelle on peut faire savoir quelque chose aujourd'hui rend les choses extrêmement attractives. Je prends l'exemple de ce week-end, il y avait 5 ou 6 personnes qui, sans faire de tweet, mais de par Facebook et beaucoup d'Instagram d'amis qui étaient venus, se sont retrouvés dans un de nos hôtels. L'investissement plaisir, c'est en effet une bonne logique. Et rentable, c'est pas que le plaisir. Oui, mais ça commence par le plaisir. Philippe. Aujourd'hui, vous avez une demi-douzaine d'hôtels. Qu'est-ce qui gouverne vos décisions d'implantation? Pourquoi tel endroit, pourquoi pas tel autre? Et puis, est-ce qu'il y a une économie d'échelle au fait d'en avoir 6 plutôt que 1? Et puis, est-ce qu'il y a une masse critique d'ailleurs que vous visez encore? Encore une fois, la première décision d'investissement, c'est des lieux qui nous paraissent, très forts en termes de patrimoine et sur lesquels on peut faire vivre une expérience au client. Je reprends l'exemple du Mas de la Fouque, parc naturel de Clamargue, il n'y en aura jamais 2, c'est inconstructible sur la zone. L'hôtel Mont-Blanc, devant le Mont-Blanc, apparemment il ne va pas bouger, sauf fonte des neiges, mais pour l'instant ça va tenir encore les 30 prochaines années. Domaine des Hautes-Loire, Château de la Loire, donc tout ça, c'est très clair. À chaque fois, une expérience. Qu'est-ce qu'on fait au domaine des Hautes-Loire? On vient d'implanter des ruches pour faire notre miel. On crée tout un label écologique. On a créé une école de cuisine. On est en train de créer un spa écologique. Enfin, on pousse vraiment l'expérience assez loin. On travaille avec des partenaires comme Tesla. On est en train d'installer des bornes dans tous nos hôtels. Comme la i3 de BMW également, qui permet à nos clients de de se déplacer d'un hôtel à l'autre en Provence. Enfin, il y a toute cette partie expérience liée avec le côté patrimoine qui pour nous est fondamental. Par rapport aux synergies, c'est évident que sur la partie synergie, au niveau de la communication, au niveau des achats, au niveau de la manière de diffuser l'information, oui, c'est plus rapide d'en avoir 6. Et 6, ça suffit ou il vous en faudrait? Ça serait quoi un bon effectif? Je pense qu'on peut travailler un concept comme H8 Collection et qui reste humain comme il est, et extrêmement dans la personnalisation, jusqu'à même 10-12 hôtels. C'est presque l'inverse que je vous réponds. C'est-à-dire, qu'est-ce que, si on en avait 15, on pourrait le faire de la même manière? Je ne le crois pas. Jusqu'à une dizaine, une douzaine, oui, on peut encore gérer de cette manière. Vous avez une grosse ambition de chiffre d'affaires, passer de 20 à 50 millions. Hein, on est déjà passé de 0 à 20, donc c'est pas plus rapide. Non, mais ça veut dire qu'il faut grandir en termes d'établissement. Voilà, et on est sur 3-4 actifs aujourd'hui. On regarde un actif pas loin du Cap-Nègre, on regarde un autre actif en Provence. On a une idée de faire un concept qui se rapproche de Soho Farmhouse, pour ceux qui connaissent Soho dans Sologne. Voilà, donc on regarde des choses. Justement, j'allais vous poser la question de l'inspiration. Où est-ce que vous allez la nourrir, cette inspiration? Vous regardez donc du côté de l'Angleterre, par exemple, d'autres pays, d'autres chaînes qui vous inspirent? Oui, encore une fois, c'est vraiment personnel. C'est quelque chose qui, quand j'allais à l'hôtel depuis très longtemps, c'est une passion. J'ai pas mal voyagé et de par ces voyages et ces expériences, une idée de base. J'ai ramené des idées d'un hôtel à Oman qui s'appelle le Six Sense, que certains connaissent certainement. Et je me disais, c'est quand même dingue de faire 10 000 km pour qu'il y ait un cinéma extérieur et que les gens s'extasient, c'est incroyable. Et on a payé une chambre $1000. Enfin, on peut le faire en Provence, on peut faire des tas de concepts géniaux. Quand on arrive et qu'on vous donne un sac, no news, no shoes, tout le monde crie au génie, bon, on peut le faire aussi chez nous. Voilà, donc j'ai estimé qu'il fallait le faire chez nous. Bon. Made in France, Benjamin. Alors, en 2014, vous dites au journal Entrepreneur, je fonctionne à l'instinct. Au fil des ans et des projets, j'ai développé une faculté à détecter le potentiel d'un futur business. Le secteur de l'hôtellerie m'a paru toujours attractif. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait plein de choses, vous êtes un serial entrepreneur? Ça veut dire que c'est le dernier secteur que vous touchez ou une fois que vous avez 12 hôtels ou 15 hôtels, vous passerez à autre chose? Non, après, c'est rigolo parce que j'en parlais hier avec un ami et après, j'ai eu un enfant. Alors quand on a un enfant, c'est peut-être différent. Maintenant, je l'imagine peut-être dans les hôtels. Vous voyez, il y a encore 2 ans, j'aurais dit, tiens, on peut peut-être... Il a quel âge? Il a 14 mois, mais on voit les choses, on se projette, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a 14 mois. Et encore, même il y a 10 mois, donc depuis qu'il grandit. Mais pour être plus sérieux dans ma réponse, non, ça me plaît, on le fait avec beaucoup d'implication. Il y a un petit effet
Moi, on parlait de la notoriété, moi je me suis jamais mis en avant. Par l'hôtellerie, on se met plus en avant parce qu'on a besoin de montrer ce qu'on veut faire et de montrer son image. Et on aime ce qu'on fait. Tant qu'on s'amuse, excusez-moi de dire cette chose bête, mais tant qu'on s'amuse, tant que ça nous plaît, tant que c'est un plaisir, on continue. Pour le reste, comme vous le savez, on s'investit dans d'autres choses. J'ai la chance d'être actionnaire d'une société qui s'appelle Lendix, que je trouve absolument passionnante, qui est le crowdlending, et je m'y intéresse de très près et j'y crois énormément. Donc je crois dans plein de choses très différentes. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans l'hôtellerie, dans ce métier? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? C'est plutôt ce qui me plaît pas dans mon pays. Et comme ce ne sera pas le sujet du débat, l'hôtellerie, il n'y a rien qui me plaît pas, que l'hôtellerie se remette en question, que des gens... Il y a un changement, il y a un vrai passage générationnel aujourd'hui. Il y a des gens qui ont 85 ans, qui ont des hôtels, leurs enfants n'en veulent pas. Tout ça, on peut pas... Voilà. Donc il y a une hôtellerie vieillissante, et c'est tout ce qu'on veut apporter, nous, moderniser tout ça. Mais c'est plutôt les normes, vous en parliez tout à l'heure, c'est plutôt la complexité, quand vous êtes obligé de changer 70 portes coupe-feu, ridicule. Enfin, voilà, il y a des aberrations absolues dans notre système qui compliquent beaucoup la vie, mais ça, vous le savez, vous le vivez quotidiennement comme moi, j'imagine. Et oui. Une dernière question? Non, on a fait le tour de H8 Collection. Ouais. Pourquoi ce terme H8 Collection? Écoutez, on m'a posé la question pas mal de fois et la réponse est toujours la même. Ne cherchez aucune explication à part que j'aime bien le chiffre 8 et que le H était le nom de ma holding qui s'appelait H8 Invest. Donc la filiale mécaniquement est devenue H8 Collection. On verra jusqu'où va cette collection. Donc voilà, pour cette rubrique Chit-Chat, on termine avec la dernière séquence intitulée Forward pour se projeter. Vous réagirez? Alors, une rubrique Forward dans l'actualité avec Benjamin. Alors, Thomas, vous êtes sur LinkedIn? Oui. Bon, eh bien, je peux vous dire que vous... j'ai d'amis, moi, mais... Voilà. Regardez, aussi. En tout cas, je peux vous dire que vous valez 60 €, au même titre que les 433 autres millions de membres que compose LinkedIn. Et je peux aller les chercher auprès de Microsoft? Écoutez, je n'en sais rien. En tout cas, c'est évidemment ce qu'ils ont déboursé, les 26 milliards de dollars pour acheter LinkedIn. Alors, cette acquisition, c'est le troisième rachat le plus onéreux de l'histoire des nouvelles technologies. Alors, avant, il y avait eu Dell qui avait racheté le spécialiste du cloud, EMC, pour 67 milliards de dollars. Et puis, Facebook avec WhatsApp pour 22 milliards de dollars. Alors, comme toujours, la question, c'est cette acquisition, à quoi va-t-elle servir? Alors, on se dit évidemment que c'est un moyen pour Microsoft de fédérer, de rapprocher Office 365 et puis la clientèle des particuliers professionnels. Voilà. Et la question évidemment que ça se pose et que posent évidemment les détracteurs, c'est que va devenir derrière LinkedIn, puisqu'on se souvient de l'expérience évidemment de Skype. Qui ne s'est pas développé et qui ne s'est pas épanoui dans l'environnement de Microsoft. Ça va peut-être relancer Viadeo. Jean-Philippe? Un avis. J'ai un peu l'impression que Microsoft court derrière depuis quelque temps et je ne suis pas certain que ça soit une acquisition à ce prix-là. On verra. Voilà, c'est un peu. On a cette impression qu'il court derrière. Voilà. Et il ne faudrait pas qu'ils détruisent de la valeur. Philippe? Non, sur le prix, disons qu'ils peuvent se l'offrir. Ils sont un peu comme tous ces gros Américains, ils sont un peu grands. Ils ont de la trésorerie. Voilà. Il vaut même mieux de temps en temps qu'ils en dépensent un peu, sinon surtout ça nuit à leur... au taux de déplacement actuel, c'est vrai. À leur cours, simplement sur Viadeo, je trouve que ce qui est assez frappant, c'est justement la déconfiture absolue de Viadeo, donc qui se fait replier sur la France, etc. Et avec quand même un point, je trouve, à méditer. Les analystes ont reproché à LinkedIn d'avoir été trop frileux dans son expansion, d'être resté trop aux États-Unis, etc. N'empêche qu'ils ont pas mal cultivé leur jardin, qu'à l'inverse, Viadeo est parti en Chine, en Russie, enfin dans tous les coins de la Terre avec le résultat qu'on voit aujourd'hui. Mais ça, c'est le danger quand on n'est pas du tout leader. Enfin, c'est vrai que Viadeo a couru derrière et a cherché des actes de différenciation qui l'ont quelque part tué. Et puis travailler son produit, c'est pas mal aussi. On est d'accord. Le produit Viadeo n'a pas évolué. On est d'accord. No comment. Le produit LinkedIn n'a pas tellement évolué non plus. Le côté flux d'infos, Pulse, etc. Ouais, si on le compare à la manière dont a évolué Facebook. Bon. Facebook, pour moi, c'est l'arme absolue. Voilà. Vraiment. Hein. Et ça fait 3 ans que je le dis. Et quand l'action était à 20 $, on m'a dit t'es un fou, c'est survalorisé. Je dis Facebook, c'est que le début de l'histoire. Comme quoi. Et maintenant, elle est à 114 hier. Vous venez l'acheter à 20 $? Si je regarde le cours tous les jours. Pas assez. Oui, quand même, ça semble plutôt malin d'avoir une base de 400 millions de clients potentiels, 400 millions de contacts professionnels à qui on va pouvoir proposer ces produits. Mais sur le papier, tout est pertinent. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Skype, c'était exactement la même logique. Or, pour l'instant, oui, bien sûr, ça fait partie de la suite, mais Skype a été phagocyté dans un ensemble plus large. Est-ce que ça a apporté véritablement beaucoup de clientèle, beaucoup de valeur? Un point quand même, à propos de la force de frappe que ça donne, j'ai regardé ce matin, LinkedIn, c'est le 33e site mondial aujourd'hui, c'est pas loin d'1 milliard de visites. Et c'est plus de 5 pages vues par visite, ce qui veut dire qu'on ne vient pas juste consulter un CV, qu'on s'y promène aussi un petit peu. Pas tant que ça, 5 pages vues.
Non, c'est deux fois plus. C'est un CV à 2 pages. C'est 2 fois plus que Viadeo. Non, d'accord, mais je comprends. D'accord. Et ça veut dire quand même, en termes de capacité à pousser, à promouvoir, etc., une force de frappe colossale que Skype ne représentait pas. Skype, c'est un outil, mais dans lequel on passe pas de message. Bon, à suivre, on en reparlera sans doute. Alors, dernière séquence forward, est-ce que vous êtes de meilleure humeur, Philippe ? Je suis d'excellente humeur, mais ce sont les clients de Jean-Philippe qui vont l'être moins, puisque je vais parler des assistants vocaux. Donc, Apple a fait des annonces hier soir sur... il va pousser Siri encore plus loin, il va l'installer sur ses ordinateurs, etc. Donc, il rentre dans la grande course des Cortana chez Microsoft, des Nao chez Google, des Alexa chez Amazon, avec même une généralisation, une maximisation qui les voit passer ces assistants du smartphone et de la tablette à la télé. La nouvelle Livebox se pilote maintenant à la voix chez Orange, et puis demain à l'ensemble des objets connectés, avec donc une autre forme, disons, de création d'écosystème. Mais puisqu'on n'a pas droit au portable dans vos hôtels. Non, on a droit au portable, mais on y va pour éviter d'utiliser le portable. Mais on a pas mal de problèmes de réseau dans certains de nos hôtels, parce qu'on est là pour que les gens soient tranquilles. Mais au-delà de l'assistance vocale, qui est une étape, est-ce que si on prolonge l'arrivée de robots, qui sera peut-être l'interface avec laquelle on communiquera avec ces nouveaux objets, est-ce que c'est quelque chose déjà dans lequel vous vous projetez en disant tiens, on pourrait faire un accueil avec des robots, on pourrait faire... il y a des hôtels qui commencent à tester ça. Oui, enfin peut-être au Japon, mais encore une fois, je vais vous dire, pour connaître bien mes hôtels et connaître un peu mon pays, j'ai passé un week-end encore une fois dans un de nos hôtels et on n'a jamais été aussi friand de l'accueil, de la chaleur humaine et d'envie de boire un bon verre de rosé au soleil. Et je crois que ça, c'est pas prêt de changer au moins dans les 10 prochaines années. Moi, je me le souhaite pas en tout cas. Le spa avec un robot, c'est pas pour tout de suite. Non, pas vraiment. C'est pas l'idée de la chute collection. Le massage par un robot, je suis pas sûr que ça soit le top. Ça fait rêver personne autour de la table, j'imagine en tout cas. Bon, en même temps, tout ça change vite. On verra comment ça évolue. Merci Jean-Philippe Cartier de nous avoir rendu visite. Merci Benjamin, merci Philippe. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Décideur sur la page Facebook de Décideur TV pour vous permettre d'interagir pendant l'émission. À bientôt.